Bonjour, dans ce deuxième cours consacré à la communication orale, nous allons dans un premier temps essayer d'approfondir notre connaissance de cette pratique si courante que nous rencontrons dans la vie des étudiants à l'université. Et puis, dans un deuxième temps, et c'est peut-être le moment le plus intéressant, ça sera de nous consacrer à réaliser un petit focus sur les quatre occurrences les plus importantes, les plus essentielles, rencontrées à l'université par les étudiants et les étudiantes. Euh, je parle bien sûr de l'exposé oral, le compte-rendu oral, la prise en parole, la prise de parole en public et enfin l'examen. Et pour comprendre comment se construit une compétence en communication orale, il est important de revenir sur la formation de la pensée dans l'esprit humain. En effet, il est très important de distinguer entre la pensée d'une part, donc c'est ce que nous avons dans notre esprit au moment où nous voulons prendre la parole oralement, et d'un autre côté, la parole, la performance, le résultat de la construction de cette pensée. La pensée, qui est quelque chose de immatériel, de virtuel, apparaît toujours de manière désorganisée. Quand elle vient à l'esprit, elle n'est pas structurée et doit donc être distinguée de la parole. Je répète, la parole, c'est le résultat de l'émission de votre pensée. Lorsque vous dites quelque chose, vous l'avez d'abord pensé. Vous l'avez pensé en vous-même. Et ce n'est que dans une deuxième étape que, grâce au canal de la voix, de la bouche et de l'air, vous allez transformer cette pensée en parole. Donc, prenons un exemple. Si je vous demande ce que vous avez fait ce matin en vous levant, vous n'allez pas avoir des phrases bien construites dans votre tête, n'est-ce pas? Vous n'allez pas avoir une distinction déjà nette de ce que vous allez transformer dans la parole. Certainement, vous allez d'abord obtenir des images dans votre mémoire, car la mémoire fonctionne avec les images. Et même lorsque vous pensez à un mot, ce mot s'impose en vous en tant qu'image. Donc si je vous demande ce que vous avez fait ce matin, vous allez obtenir des images, mais des images qui sont décousues. Votre pensée va se développer autour de certains mots, comme le lit. Vous allez penser au miroir de la salle de bain. Vous allez vous voir en train de vous habiller. Vous allez vous voir en train de prendre votre petit déjeuner, etc., etc. Donc ces images, dans la pensée, sont toujours décousues, non organisées dans la ligne du temps, aléatoires, incomplètes. Pour les convertir en paroles, et donc pouvoir les communiquer oralement, il est nécessaire de remettre de l'ordre dans la séquence cognitive de votre cerveau. Il est aussi nécessaire
d'ajouter une grammaire et de créer une relation entre les mots. Dans notre exemple, il s'avère que la langue fournit un large choix de synonymes pour évoquer un objet, un sentiment ou une action. De même, il va falloir remettre en ordre la séquence que vous venez d'avoir comme image dans votre pensée. Ensuite, il va falloir ajouter une grammaire et créer une relation entre les mots. Donc, on se rend compte que plusieurs résultats sont possibles. On peut dire, par exemple, dans le résultat numéro 1, je me suis levé, ensuite j'ai pris une douche dans la salle de bain pour enfin m'habiller afin de sortir. Ici, j'ai utilisé un langage assez standard. Voilà un résultat que nous allons appeler le résultat numéro 2, qui est lui familier. J'ai sauté de mon lit et je me suis attardé devant le miroir pour me préparer. Comme j'aime choisir mes habits, j'ai pris le temps aussi pour m'habiller. On voit que, dans l'absolu, j'ai dit la même chose. J'ai raconté, j'ai fait le récit d'une séquence de ma vie qui s'est déroulée le matin au moment de mon lever du lit. Mais j'ai pu l'exprimer de deux manières différentes. Avec, dans l'exemple numéro 1, un langage tout à fait standard, n'est-ce pas, qui convient à tout le monde. Je peux m'adresser à un parent, à un ami et même à mon professeur avec la grammaire et le vocabulaire de l'exemple numéro 1. Dans l'exemple numéro 2, j'ai fait le choix de parler de manière beaucoup plus relâchée, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus familière, c'est-à-dire avec une proximité beaucoup plus accrue. Je me suis permis de créer une proximité avec la personne à qui je m'adresse en utilisant une langue familière. Évidemment, on voit bien que même au niveau du choix du vocabulaire et aussi dans la grammaire que j'ai utilisée, il y a un certain relâchement. Cette phrase peut très bien passer si je parle à un ami ou un parent, quelqu'un de ma famille, mais dans un cadre plus formel, par exemple à l'amphithéâtre, ce type de phrase peut paraître un peu trop déplacé par rapport à la situation de communication orale. On peut bien sûr décupler les résultats. L'émetteur peut invariablement modifier le niveau de la langue, la liaison grammaticale des mots, le choix qu'il effectue sur le vocabulaire, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant ici de relever, c'est qu'il y a une nette différence entre la pensée inarticulée et un petit peu chaotique qui nous vient d'abord à l'esprit et la nécessité de l'organiser lorsqu'elle veut sortir en tant que parole. Donc, c'est ce moment de passage de la pensée à la parole, de l'intérieur vers l'extérieur, donc de vous-même vers l'auditoire ou vers le récepteur. Donc c'est ce moment critique qui nous intéresse, car la pensée
est toujours intérieur. Vous ne pouvez pas penser quelque chose de manière à ce que quelqu'un vous entende. Vous pensez pour vous-même. Si vous voulez communiquer cette pensée à autrui, vous devez la transformer en parole. Vous pouvez la transformer en parole écrite, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez la transformer en parole orale. Vous pouvez même la transformer en parole non verbale. C'est-à-dire utiliser le langage des signes, ou si la phrase n'est pas trop compliquée, par exemple, on peut dire oui en hochant la tête de bas en haut. Donc nous avons exprimé une pensée qui est une pensée affirmative, oui, oui, sans utiliser ni la communication écrite, ni la communication orale. Ici, on peut utiliser une communication non verbale. De la même façon, pour dire non, ou pour exprimer certaines émotions, ou certaines attitudes qui sont codifiées dans la société. Par exemple, un hochement d'épaule, si je joue avec les épaules comme ça peut vouloir dire que je suis un petit peu blasé, ou que je ne comprends pas, ou que je suis un peu déçu. Donc je peux exprimer une pensée en utilisant un canal différent. Donc revenons maintenant à notre sujet principal. La pensée est toujours brute, chaotique. Pour devenir une parole, il faut une action de l'émetteur pour l'organiser. Cette étape de la transformation de la pensée en parole fait que cette parole peut devenir écrite ou orale. Quel que soit le canal que vous allez choisir, il faut transformer la pensée qui est amorphe, désorganisée, déstructurée, implantée sous forme de représentation, c'est-à-dire d'image. Et le résultat structuré que va donner la langue dans le cadre de son utilisation lorsque vous allez parler. Donc on prend conscience de l'urgence et l'importance de cette deuxième étape de la structuration de la pensée, si on la compare par exemple avec la communication écrite. On remarque que le temps de la réflexion est disponible. Lorsqu'on écrit, on a le temps de réfléchir, puisque le résultat, c'est-à-dire ce que vous allez écrire, sera lu ultérieurement par le récepteur. En tous les cas, pas dans l'instantanéité, pas dans l'immédiateté. L'émetteur peut réfléchir longuement à l'organisation de sa pensée. Donc il a une liberté et une latitude de réflexion qui est très importante pour bien niveler la phrase, pour bien peser les mots qu'il va choisir, pour bien agencer la structure de la phrase. On peut dire aussi que l'émetteur, il peut se tromper, il peut se corriger,
Il peut se relire dans une communication écrite. Il peut aussi tester plusieurs styles. Il peut barrer une phrase et la réécrire, la supprimer sur son écran d'ordinateur et la réécrire. Il peut modifier le vocabulaire. Donc c'est une chance inouïe qu'offre la communication écrite. Cette liberté, cette largesse d'action, lorsqu'on veut transformer une pensée en parole, écrite ou orale, je le rappelle. Enfin, un dernier point, c'est que l'émetteur, il peut visualiser ce qu'il est en train d'écrire. Donc il y a une immédiateté, cette fois-ci, entre ce qu'il est en train de transformer en parole et le résultat qui lui apparaît sur une feuille blanche ou sur un écran d'ordinateur. Donc on voit qu'il y a, au niveau de la communication écrite, une certaine liberté, une certaine richesse d'action, une certaine mainmise et un contrôle. On peut contrôler la communication écrite beaucoup mieux qu'on ne peut le faire pour une communication orale. Maintenant, on va observer un petit peu les contraintes liées à cette deuxième étape de construction de la pensée dans le cadre d'une communication orale. On remarque que dans la communication orale, cette phase d'élaboration de la parole est très limitée. On n'a pas la même liberté ni la même dimension temporelle disponible si l'on se place dans une communication écrite ou dans une communication orale. De la même façon, rappelons-le, l'émetteur, il ne peut pas se relire ou se réécouter, ni effectuer des opérations linguistiques complexes, puisque l'oralité tend naturellement vers un langage familier, pratique. D'ailleurs, vous le notez, lorsque vous parlez à des gens qui sont très proches de vous, vous ne cherchez pas midi à 14 heures. Hein, vous êtes bref, concis, vous allez droit au but, vous essayez d'épargner à la personne toute linguistique ou toute grammaire compliquée. N'est-ce pas? C'est dans l'ordre naturel des choses. La langue va vers le chemin le plus rapide. Un peu comme si vous laissez tomber votre bras ne va pas zigzaguer ou tomber à la verticale ou aller à la perpendiculaire. Votre bras, va tomber de manière très droite. C'est-à-dire, il va chercher l'économie de l'énergie. C'est la même chose pour la langue. Lorsqu'on va utiliser la langue de manière orale, notre proportion à la parole va chercher l'économie. On va chercher à abréger et à synthétiser et à résumer au maximum les choses. Bien sûr, si nous sommes dans un environnement, une situation un peu plus différente, par exemple, nous racontons une histoire de manière très familière à un proche, ou nous racontons une blague, ou nous parlons de quelque chose qui est d'un petit peu intellectuel, évidemment, il y a un effort qui va rendre ce langage familier un peu plus, on va dire, formalisé. Hein?
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'effort qui doit être mené par l'émetteur au moment où il va élaborer sa communication orale va être beaucoup plus important et il aura un impact beaucoup plus fort sur le résultat vu les conditions d'émission du message. Nous ne sommes pas dans une situation d'écriture où il y a une certaine liberté d'action. Nous sommes devant un cas d'élaboration de discours qui est beaucoup plus spontané et donc qui doit être encore plus maîtrisé et canalisé. De même, le dernier point que je vais évoquer, c'est que l'émetteur, il ne peut pas matériellement observer le processus d'élaboration de sa phrase. Tout se passe dans sa tête. Il est contraint d'organiser la phrase juste avant qu'il ne la prononce. Maintenant, pour finir avec la communication orale, je vais distinguer deux types de formats à l'université et que nous allons tout de suite attaquer. Le premier format, c'est ce qu'on appelle la communication orale spontanée. Spontanée, c'est-à-dire qui sort tout de suite. Vous avez deux cas de figure. C'est la prise de parole en public, lorsque par exemple vous êtes à l'amphithéâtre, vous entendez un cours, vous voulez poser une question, vous voulez apporter un éclaircissement, ou vous voulez donner votre point de vue sur la question. Vous allez lever la main, peut-être que vous avez préparé sur une feuille une note, un point ou deux que vous voulez évoquer, mais en tous les cas, vous n'avez pas le temps d'élaborer le discours que vous allez prononcer. C'est en cela que ça s'appelle une communication spontanée, une communication orale spontanée. Vous êtes dans un cours également, et votre professeur pose une question. Vous voulez répondre. Là encore, vous êtes devant une communication orale spontanée, parce que vous n'avez pas eu le temps de la préparer à l'avance. Maintenant, je vais vous parler des deux formats qui sont plus reliés à ce qu'on appelle une communication orale qui a été préparée. C'est le cas de l'exposé. Pourquoi ? Parce que l'exposé, vous le préparez à la maison. Vous écrivez l'exposé à la maison. Ensuite, vous préparez une synthèse que vous allez utiliser pour votre communication orale. Donc ici aussi, vous avez une certaine latitude d'action. C'est en cela que ça s'appelle une communication orale prévisible, préparée. Vous allez pouvoir travailler les points que vous allez évoquer pendant votre communication orale. Vous pouvez vous entraîner devant un miroir. Vous pouvez vous enregistrer dans en mode situationnel, comme si vous étiez vraiment devant l'auditoire. Vous pouvez faire ça 24 heures, 48 heures avant. Vous pouvez
souligner les messages importants que vous voulez adresser à l'auditoire, les apprendre presque, et puis être mieux préparé pour présenter votre exposé. Le deuxième cas de figure, c'est le compte rendu oral d'un mémoire, d'une thèse, d'un travail scientifique, d'un stage dans une entreprise. Là aussi, vous avez la possibilité de préparer à l'avance une synthèse qui va être écrite et que vous allez pouvoir travailler, vous allez vous entraîner dessus. Vous allez souligner les mots-clés, vous allez mettre en évidence les messages, les points forts, le fil conducteur que vous voulez transmettre durant votre communication orale. Donc, il est important de faire la différence entre les deux types de communication. Nous y reviendrons un peu plus profondément tout à l'heure. Rappelons donc 3 situations de communication orale à l'université qui ont en commun leur spontanéité. À l'amphi, pour répondre à une question ou intervenir sur le cours, lors d'un colloque ou d'une rencontre pendant la session des questions-réponses, vous prenez la parole pour parler. Et enfin, à l'occasion des examens oraux, vous êtes face à des examinateurs et vous êtes censé produire une communication orale qui est spontanée. Vous pouvez préparer votre réponse en quelques points, mais le canevas global, le fil conducteur, la façon dont vous allez conduire votre communication orale va relever beaucoup plus d'une spontanéité, d'un discours qui est tout de suite élaboré. Dans tous les cas de figure, il est important de tenir compte de certains éléments clés. Vous gagnerez toujours à considérer la communication orale avec le même état d'esprit que la communication écrite. Ne faites pas de différence entre les deux. C'est le support qui diffère. Cependant, vous êtes dans un cadre formel, académique, qui est l'université. Et lorsque vous parlez dans un cadre formel, c'est, en général, et nous parlons bien sûr de ces occurrences-là, pour transmettre des connaissances ou pour débattre d'un savoir ou pour partager des idées. Donc nous restons toujours dans un besoin de performance dans la structure, dans l'organisation, dans le niveau de la langue, dans la méthode choisie pour faire advenir ces messages avec le plus d'efficacité possible auprès de votre auditoire, auprès des récepteurs. Mais qu'attend l'université d'un étudiant qui va devenir justement un étudiant-chercheur ou une étudiante chercheuse si elle respecte ce que nous sommes en train de dire, si elle s'approprie la méthodologie de recherche, si elle devient structurée dans sa tête de manière à produire un exercice intellectuel
qui baigne dans le raisonnement, l'argumentation, la belle exposition des chiffres, des statistiques, des messages. Là est la force du chercheur. Donc, la communication orale peut très bien adopter les mêmes critères de scientificité que la communication écrite. À savoir, quelle que soit la situation de communication, à l'examen oral, l'exposé oral, la prise de parole en public à l'occasion d'un événement de conférence ou dans le cadre de vos études à l'amphithéâtre. Donc, la prise de parole en public, l'examen oral, puisque vous n'avez pas le temps de le préparer à la maison, n'est-ce pas? Eh bien, essayez toujours, même en improvisant, essayez toujours de penser à la structure de la dissertation. C'est-à-dire, une introduction en 2-3 phrases, même si vous prenez la parole pendant 3 minutes, même si vous posez une question, même si vous répondez à une question, même si vous demandez un éclaircissement à un conférencier lors d'un colloque, ou si vous intervenez pour donner votre point de vue. Quel que soit l'objet de votre discours oral, pensez toujours à l'introduire. C'est une règle de base. C'est une règle universitaire, académique, de bon usage de l'exercice intellectuel. L'introduction, une petite introduction, vous permet de poser le contexte, d'expliquer votre intention, c'est-à-dire pourquoi vous avez pris la parole, et puis d'annoncer le point ou les points que vous allez aborder rapidement. Même si c'est une histoire de 2-3 minutes, lorsque vous voulez poser une question à l'occasion d'un colloque, vous levez la main pour prendre la parole, vous savez que vous avez à peine 1, 2, 3 minutes. Après, le modérateur va vous demander de vous hâter. Eh bien, prenez cette bonne habitude. Entraînez-vous à toujours disséquer votre intervention orale en d'abord une première partie qui est la petite introduction. Le deuxième élément clé, et qui entre dans la suite de ce que nous venons d'évoquer, nous avons dit qu'il fallait introduire votre communication orale. Eh bien, le deuxième point sur lequel je vais beaucoup insister avec vous est celui de développer vos arguments, comme dans la dissertation économique. Vous développez vos arguments, que vous ayez un seul argument, ou 2, ou 3, ou 4. C'est là où doit s'entraîner votre vivacité d'esprit et la vélocité, la rapidité de votre esprit. À savoir, mettre en valeur et aller tout de suite vers les points forts. Ici, si vous parlez du développement, si c'est l'introduction, c'est le contexte, la problématique et annoncer un petit peu les 2 ou 3 points que vous allez évoquer. Ou le point, même si c'est un seul point. Donc vous devez tout de suite dire, l'introduction, voilà ce qu'il me faut. Il faut 3 choses. Le contexte, pour expliquer un peu, poser ma question, ma problématique, et enfin annoncer un petit peu ce que je vais dire. Si vous êtes en train de
d'élaborer la partie du développement de votre communication orale, eh bien, ça va être les arguments et bien sûr les exemples, si vous pouvez. Et si vous avez en tête des références. C'est pour ça que c'est très important de mémoriser les choses importantes, les idées importantes que vous lisez, de vous rappeler des auteurs, de leurs livres, de leur année de publication, etc., etc. Une bonne mémoire doit pouvoir restituer tout cela de manière très spontanée. Et on le voit tous les jours autour de nous, dans un cadre académique, bien sûr. Donc le deuxième point sur lequel j'insiste, c'est que dans une communication orale, agissez exactement de la même façon que si vous étiez devant une feuille et que vous deviez rédiger votre développement. Seulement ici, bien sûr, selon le temps imparti et vu la nature de la communication orale, vous ne pouvez pas vous étaler longuement sur les points. Mais vous pouvez évoquer les points les plus essentiels et donner des arguments. Le troisième point que je vais évoquer avec vous est celui de penser aussi à une petite conclusion d'une ou de deux phrases qui permettent, dans le cadre de votre communication orale, de souligner dans l'esprit du récepteur quelque chose d'important. Et vous savez que c'est souvent les derniers points que nous écoutons qui restent dans l'esprit. Donc, la conclusion dans une communication orale peut se limiter à deux phrases. C'est aussi une façon de signifier, de montrer à votre auditoire que vous avez fini. Vous ne terminez pas sur des arguments comme ça, boum, et un silence. Vous pouvez même inclure ce connecteur et dire, pour conclure, ou finalement, dans notre petite conclusion, ou dire, eh ben, on pourrait conclure avec l'idée suivante, ou en faisant la synthèse suivante, ou en évoquant le point suivant. Donc vous utilisez ici un métalangage pour montrer à votre auditoire que vous êtes en train de le préparer à atténuer son attention d'écoute. Nous arrivons à la fin. Voilà. Et dans cette conclusion, tout comme dans une dissertation, vous comprenez pourquoi j'ai beaucoup insisté dans notre cours précédent sur le rappel de la dissertation et sur son importance dans le cadre de votre cursus universitaire. Donc cette conclusion, eh ben, vous pouvez finir sur une petite question qui va ouvrir le débat et élargir le champ de réflexion des récepteurs. Vous pouvez faire une petite synthèse des points forts que vous venez d'évoquer, une façon de marteler les choses, de mieux les inscrire dans la tête des gens. Vous pouvez aussi ouvrir le débat, c'est-à-dire faire une mise en perspective du sujet abordé en montrant qu'il peut être traité d'une autre façon ou qu'il peut déboucher sur une étude qui est parallèle au raisonnement que vous venez de faire, de manière à susciter un intérêt. Si vous concluez comme ça, vous allez susciter un intérêt supplémentaire auprès de vos récepteurs. Enfin, le dernier point, le quatrième et dernier point que j'évoquerai est celui de la communication non verbale. Nous l'avons défini dans notre premier cours. Nous y reviendrons très largement dans le chapitre 3 de notre semestre. Il s'agit de faire attention à tous les messages que nous transmettons à travers notre corps
et qui sont interprétés par l'auditoire. Donc, l'attitude, la façon dont on va se tenir, la façon dont on va regarder l'auditoire, les signes qui vont se manifester sur notre visage. Est-ce qu'on va manifester la crainte, l'angoisse, la crispation, c'est-à-dire un visage qui est tendu, ou au contraire, manifester un visage radieux, souriant, détendu, qui est plus propice pour créer un sentiment d'assurance, n'est-ce pas, et de confiance. Donc, à côté de ça, il y a aussi la manière dont on se déplace. Parce qu'on ne peut pas rester figé, immobile, debout, pendant 20, 30, 40 minutes que va durer une intervention orale. Parfois plus, hein, quand vous serez peut-être un jour enseignant, ben vous aurez à gérer votre espace pendant parfois 2 heures. Donc c'est très important de comprendre que la manière dont on va tenir les bras, les mains, la manière dont on va regarder l'écran, la manière dont on va se déplacer, dont on va se tenir debout, tout cela va créer une dimension supplémentaire à la communication orale que vous êtes en train de réaliser et qui est très importante. Donc, soignez la communication non verbale. Nous en reparlerons un peu plus loin au fil de notre cours. Alors, quelques points à retenir. D'abord, il faut considérer, je le dis et le redis encore une fois, et je le redirai encore une 3e fois si nécessaire, l'exposé oral doit être considéré comme ayant les mêmes règles de communication, de performance que l'exposé écrit. Il doit comporter idéalement une introduction, un développement et une conclusion. Lorsque vous avez le temps nécessaire pour parler, on ne vous oblige pas à restreindre votre communication à 1 ou 2 minutes, comme ça peut être le cas. Vous pouvez très bien lever la main pour poser une question le jour d'une conférence, ou même en classe, à l'amphi, et votre professeur ou le colloque est en retard, les gens sont très pressés, on va vous dire, s'il vous plaît, soyez bref, vous avez 2 minutes. Dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas développer, comme on le voudrait, toute notre pensée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est essayer de présenter les points forts, de faire une synthèse la plus concise possible de ce que vous voulez dire, et au lieu de présenter beaucoup de points, vous vous limitez aux points les plus forts que vous considérez comme étant suffisants pour favoriser la compréhension et l'adhésion de votre récepteur, n'est-ce pas? Mais sinon, au-delà de cet exemple de cas de force majeure, où on est obligé, un peu comme les journalistes, de commencer par dire les points forts et faire fi de l'introduction éventuellement. Il vaut mieux ne pas faire d'introduction et présenter les arguments, parce que c'est l'argument qui est au cœur de votre communication. Donc si vous êtes pris par le temps, allez à l'essentiel. Mais sinon, vous avez toujours le temps de préparer une introduction en 2 phrases ou 3, un développement digne de ce nom,
et une petite conclusion de 2 phrases également. Ensuite, le plan, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire un exposé oral ou un compte rendu oral, le plan doit être simple. Il faut aussi s'en tenir au plan durant la présentation. Évitez de dévier, d'aller dans des digressions qui pourraient vous être défavorables. Restez toujours pile poil dans ce que vous avez prévu de dire. Attention, je rappelle que ici nous sommes dans le cas de figure d'une communication orale préparée, qui est attendue. Vous avez eu le temps à la maison de préparer une synthèse de votre mémoire, une synthèse de votre exposé oral, une synthèse de votre rapport de stage ou de votre recherche dans un domaine quelconque. Vous préparez une synthèse et dans cette synthèse, vous faites très attention à ce que le plan soit très simple, le fil conducteur très simple, et vous n'essayez pas de l'enrichir de trop le jour de votre prestation. Ensuite, le troisième point, c'est d'adapter votre exposé à votre auditoire. Évidemment, si vous participez à un colloque en tant que chercheuse ou chercheur, le niveau attendu, le niveau scientifique et le niveau de réflexion attendu par votre auditoire va être différent que si vous faites un exposé oral dans le cadre de vos études devant vos camarades. N'est-ce pas? Donc là aussi, il faut adapter l'exposé et adapter aussi, comme on va le voir tout de suite, le niveau de langue. N'oubliez pas de définir les mots techniques. Il faut toujours le faire. Pourquoi? Parce que sinon, si vous ne le faites pas, les gens qui ne comprennent pas les mots techniques que vous utilisez, ou les mots, le vocabulaire scientifique, économique que vous utilisez, ou les concepts nouveaux que vous êtes en train de manier, eh ben, vous ne leur facilitez pas la compréhension. Et nous avons dit que le plus important était que le récepteur puisse facilement et sans aucun effort, puisse vous suivre et vous comprendre. Parce que s'il se limite durant votre allocution juste à tenter de vous comprendre, il ne pourra pas faire le travail d'interprétation, d'adhésion, de rejet, de critique, etc. Il va rester à la phase de compréhension. Et on ne peut pas interpréter si on ne comprend pas. Vous devinez que c'est tout à fait logique. Ou en tous les cas, on va mal interpréter si on comprend mal. Ou si on comprend à moitié. Rédigez des phrases courtes. Lorsque vous préparez une synthèse pour l'exposé oral ou pour le compte rendu oral, rédigez toujours des phrases courtes. Nous l'avons expliqué durant la séance dernière. Les phrases longues sont faites pour les communications écrites. Dans l'oralité, le récepteur n'a pas le temps pour suivre une phrase alambiquée, qui est trop riche, où il y a 3, 4, 5 idées qui se chevauchent. Donnez à votre récepteur le temps d'assimiler idée après idée. Donc ce qui est bien, c'est que chaque phrase contienne une seule idée. Une phrase, je le rappelle, c'est un sujet, un verbe et une action, un complément. Voilà, si vous faites ça, n'ayez pas peur de tomber dans le ridicule ou dans un niveau lycéen. Pas du tout. Si vous lisez les plus grandes communications des plus grands économistes du monde, allez dans leur blog, ben vous verrez que ils utilisent un langage régulier, n'est-ce pas, très académique, très normatif, qui facilite la compréhension. Et ils ont aussi donc des phrases, ils utilisent des phrases le plus souvent très courtes. Cherchez des exemples clairs. Lorsque vous êtes dans la phase des argumentations et que vous donnez des exemples, n'oubliez pas que votre récepteur n'a pas le temps, toujours cette problématique de la ligne du temps, votre récepteur n'a pas le temps
de faire des exercices intellectuels trop longs ou trop sophistiqués. Parce que tout de suite après, vous avez déjà euh, engendré une autre phrase. Et puis dès que vous finissez votre phrase, vous allez entamer une autre phrase. Donc le récepteur doit pouvoir vous suivre. Donc la meilleure chose, c'est de trouver des exemples simples et clairs. Gérer le temps, un autre point important à retenir. Pourquoi? Parce qu'on remarque souvent qu'il est très difficile de minuter une communication orale. Et si on vous donne 20 minutes, à la rigueur, vous pouvez dépasser de 5 minutes, mais si vous persévérez, vous allez être rappelé à l'ordre par le modérateur. Pourquoi? Parce que certainement, avant vous, après vous, il y a d'autres intervenants et il faut que la communication soit régulée, que le temps alloué à chaque communication soit régulé. Donc attention, ne faites pas une synthèse d'exposé ou un compte rendu d'un travail ou d'un mémoire ou d'un stage où vous le lisez en 1 heure et demie chez vous. Alors que vous savez que vous avez une demi-heure pour le faire dans un cadre réel. Donc il faut faire très attention à ce que votre communication orale coïncide avec le temps qu'on vous a donné. La meilleure façon de procéder, c'est de s'entraîner. Il n'existe pas de bon orateur inné, qui naît comme ça par la force des choses ou par la force de Dieu. Il devient, il est un orateur. Non, les choses viennent avec la domestication de la langue, le travail sur l'organe vocal, qui va vous donner une voix conforme à l'oralité, n'est-ce pas? Et donc, euh, l'entraînement va vous permettre très vite de vous exercer à faire des interventions minutées. Vous pouvez même arriver à minuter écran par écran, slide, ce qu'on appelle des slides. Donc chaque écran que vous voyez, c'est un slide. Vous passez à un slide suivant, etc., etc., etc. Enfin, dernier point très important, c'est que lorsque vous êtes dans une communication orale préparée à l'avance, comme le compte rendu oral d'un mémoire, d'une soutenance, d'un travail de recherche, d'un stage, ou l'exposé oral, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser les supports visuels. Vous pouvez utiliser des outils numériques qui vont vous aider lors de la présentation de vos arguments, de vos idées, de vos messages, un peu comme je le fais en ce moment avec vous sur ce cours enregistré. Tout ce que je viens de dire ici, et d'autres points que nous allons voir tout de suite, sont encore plus détaillés dans le cours. Donc je vous renvoie expressément à l'étude de notre cours. Et puis, nous avons un cours spécial, c'est l'avant-dernier cours, qui s'intéresse à ces supports visuels. Je vais vous présenter 3 types d'outils que certains vous connaissez certainement. C'est PowerPoint, Prezi et Google Slide. Donc ce sont des outils gratuits que vous pouvez télécharger sur le net et qui servent à faire une présentation
d'une communication orale, avec des éléments visuels. Passons à d'autres points intéressants qu'il faut certainement retenir. C'est que le fait d'avoir une échéance pour préparer un exposé oral ou un compte rendu oral de quelque chose, d'une recherche, d'un mémoire, d'un stage, etc., est une aubaine. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous entraîner à domicile. Même si vous êtes dans une équipe, vous êtes 2 ou 3 pour faire un exposé ou une recherche ou un travail, eh ben, surtout, ne restez pas chacun dans son coin, ou chacun ou chacune dans son coin. Il faut absolument vous entraîner ensemble en cas de présentation collective. Ce sera le moment aussi de calibrer votre allocution avec le minutage, qui est très important, je l'ai dit. Encore plus si vous êtes plusieurs. Si vous êtes 2 ou 3 à faire un exposé ou un compte rendu d'un travail, croyez-moi, si vous ne faites pas attention au temps et au minutage, vous allez vous retrouver avec une mauvaise exploitation du temps qu'on vous a imparti. Et ça peut être très mauvais dans un cadre très formel où vous allez être noté. Je ne vais pas jusqu'à des cas où, après 10 minutes d'intervention, à peine on commence à parler de l'essentiel. C'est-à-dire l'intervenant est resté trop sur l'introduction. Jusqu'à un moment où on se rend compte qu'il a écoulé la moitié de son temps et que malheureusement, les choses importantes, peut-être, il va pas pouvoir les dire. Parce qu'à un certain moment, les examinateurs peuvent très bien vous arrêter et vous dire, bon, merci, c'est suffisant. S'ils sentent que vous avez mal géré la dimension du temps, ils peuvent très bien vous arrêter et être sensibles à cela. Donc, un autre point que nous soulignerons, c'est celui de surveiller le rythme de la phrase, le rythme auquel auquel vous parlez. Il ne doit être ni trop lent, ni trop rapide. Ni trop lent, ni trop rapide. Ni trop lent, ça crée un attentisme qui n'est pas très bon. Il faut au contraire qu'on sente qu'il y ait une dynamique, une régularité, une concordance de la parole au fur et à mesure des phrases. Et si vous parlez trop rapidement, ça veut dire que vous ne vous préoccupez pas de l'auditoire. Vous avez peut-être bien révisé vos notes, mais il faut donner aussi aux autres, aux récepteurs, le temps d'assimiler vos phrases. Donc il faut trouver un rythme qui est à sa juste valeur. Ensuite, il est très important de parler suffisamment fort. Bien sûr, je n'évoque pas le cas où vous utilisez un micro. Même avec le micro, il faut calibrer sa voix, évidemment. Mais lorsqu'on n'a pas de micro, eh ben, il faut que la voix porte haut. Il ne faut pas parler vers le bas, en dirigeant sa bouche vers le bas, parce que l'énergie de votre voix va partir vers votre pupitre, ou vers la table, ou vers le sol. Par contre, si vous regardez votre auditoire et vous avez le visage un petit peu relevé, vous êtes sûr que l'énergie de votre voix, elle va partir selon une ligne qui est horizontale. C'est ce qu'il faut. Donc, elle est
vers l'auditoire et un petit peu ascendante. Comme ça, vous allez couvrir l'auditoire et avoir une voix qui monte, qui va vers le haut, et pas qui descend vers le bas. Il faut varier l'intonation de la voix. C'est-à-dire, il faut savoir un petit peu changer le rythme. Je vais vous donner un exemple. Au lieu de dire la meilleure école que nous pouvons évoquer pour analyser le phénomène est celle de l'école libérale. Là, c'est une voix un peu monotone. Elle est monocorde. Elle n'a pas varié le rythme. Je vais essayer de dire la même phrase en variant le rythme. La meilleure école que l'on peut évoquer pour analyser ce phénomène est l'école libérale. Voilà, regardez, sur cet exemple, j'ai modifié légèrement l'intonation de la voix et j'ai pu créer une courbe qui n'est pas plate. Elle monte et descend un petit peu. Donc elle crée une énergie qui est, on va dire, meilleure pour susciter l'attention de l'auditoire. N'est-ce pas? Alors que la voix un peu monotone, à un certain moment, on n'est plus attaché par des émotions. Ça devient robotique. Ça peut être ennuyeux aussi. Et enfin, bien sûr, articuler correctement, c'est très important. Cela ne va pas sans l'entraînement. Faites attention, on ne peut pas maîtriser oralement une langue si on ne la pratique pas oralement. Et malheureusement, les situations où vous allez pratiquer la langue française sont très rares quand je parle de la vie sociale, ou en tous les cas, elles ne sont pas nombreuses. Donc prenez le temps de faire des exercices, chaque jour si vous le pouvez. Je vous ai mis des livres, un certain nombre de livres dédiés à la communication orale. Vous pouvez les lire, les télécharger en PDF. Ce sont des livres bien sourcés. Ce sont des livres choisis minutieusement pour votre cursus. Donc n'hésitez pas à compléter votre intérêt pour la communication dans les livres que vous trouverez dans la bibliothèque tout en bas du cours. Donc, articuler correctement, vous savez que le grand problème, ce sont les voyelles. A, on, I, un, en. Donc si on n'a pas l'habitude de bien travailler les voyelles, les sons, eh bien, ça donne parfois un effet qui est négatif, n'est-ce pas? Puisque dans certains mots, on peut mal les comprendre, sans oublier que ça renseigne un peu sur le niveau de lecture de la personne qui parle. Quelqu'un qui lit beaucoup le français et donc pratique la langue française, en général, délie sa langue. Il apprend à parler le français. Vous avez sur YouTube des livres audio. Vous pouvez même profiter, vous avez des livres sur l'économie, des choses qui sont vraiment très proches de vos centres d'intérêt actuels, et vous pouvez les écouter. Alors choisissez, il y a des livres qui sont lus par des amateurs, des gens qui le font pour le partage et pour rendre servir aux autres, mais il y a des livres qui sont lus par des professionnels de la lecture,
Et ceux-là sont très intéressants. Pourquoi? Parce que vous avez des voix qui sont faites pour la communication orale. Vous en trouverez également chez les autres, chez les amateurs, mais pas avec la même fréquence. Donc n'hésitez pas à écouter. En même temps, ça vous fait de la culture. Et vous pouvez, par certains moments, vous écouter aussi. Vous parlez en même temps que l'auteur, ou tout de suite après. Vous répétez ce qu'il dit. Et vous essayez de vous approprier son intonation, la variation qu'il introduit dans la langue, la façon dont il modèle les phrases, etc., etc. Alors, encore 3 points avant de finir avec ce slide. Donc, le stress. Le stress, c'est une petite inquiétude. On commence à transpirer. On peut même faire une migraine si le rendez-vous est important. Donc, c'est la réaction du corps face à une situation qu'on a peur de ne pas réussir. Donc ce stress, il est normal. On parle même d'un stress positif. C'est-à-dire que le stress, quand il est bien géré, ça devient une force. Ça devient ce qu'on appelle une adrénaline, qui va vous aider lorsque vous allez faire votre prestation orale. Donc le stress, il est incontournable. Mais il va tout de suite partir. Si vous avez bien préparé votre exposé oral, ou votre compte rendu, eh ben, n'ayez pas peur. Même si vous sentez pendant 5 minutes le stress, dès que vous allez sentir que vous maîtrisez l'exposé, n'est-ce pas, vous allez vous réinstaller la confiance en vous. Vous allez vous retrouver encore une fois maître, maîtresse de la situation et de l'auditoire. Donc cette confiance en soi va vous permettre de faire votre allocution de manière tout à fait normale et naturelle. Enfin, afficher un sourire, c'est important. Parce que cela montre un certain degré de confiance, de sympathie, de proximité, un côté humain chez le communicant. Se tenir debout. Oui, en effet, à moins que vous ne soyez dans une situation qui le demande, comme dans un compte rendu l'examen oral, où vous pouvez être derrière une table, assis derrière une table. Mais en général, si vous pouvez le faire de manière debout, si vous pouvez vous lever pour faire dire ce que vous avez à dire et le faire de manière debout, c'est mieux. Dans certains cas, comme l'exposé oral, il faut surtout pas aller s'asseoir. Parce que ça fait un peu bizarre. Et ça rompt le contact humain. Il faut toujours se mettre face à l'auditoire. Et il ne faut pas non plus que vos bras et vos mains restent immobiles. Par exemple, le long de vos jambes. Ou mettre les mains derrière le dos. Non, il faut que les mains restent naturelles et ils ont besoin de montrer que lorsque vous parlez, vous accompagnez la parole avec des petits mouvements du bras, de la main, des petites flexions, etc., donc du buste. Hein. Tout cela va créer du mouvement. Et va créer une humanité en vous aussi. Une certaine énergie physique qui est très propice pour la transmission de la parole. Et si vous avez à bouger et à vous déplacer, eh bien faites-le de façon naturelle.
Les 4 derniers points que j'évoquerai avec vous et qui doivent être retenus sont d'abord la question du regard. Attention, il faut regarder l'auditoire d'abord, ne pas avoir les yeux fixés sur ses jambes ou sur le pupitre. Ne pas regarder l'écran. Si vous regardez l'écran, c'est pour montrer quelque chose. Montrer un mot, montrer une définition, montrer une image. C'est vous qui parlez à l'auditoire. L'écran, il est derrière vous, il vous aide dans votre communication orale. Ne faites pas l'inverse. Et n'ayez surtout pas le regard figé pendant 1-2 minutes sur l'écran en train de parler. Ou surtout en train de lire. Il ne faut pas lire l'écran. L'écran, il est derrière vous. Et enfin, ne pas arrêter le regard sur une seule personne ou un seul coin de la salle. Il faut montrer le même intérêt pour l'ensemble de l'auditoire. Donc il faut que votre regard balaye, si vous voulez, l'ensemble de la salle pour montrer en bas, au milieu, en haut, à gauche, à droite, etc. pour montrer à tout le monde que vous accordez de l'importance à la compréhension que vous attendez d'eux. Deuxième point, s'assurer que les gens assis au fond de la salle entendent bien. Donc en général, si vous n'êtes pas le premier ou la première à passer on va dire, votre communication, vous avez déjà une appréciation, hein, parce que vous avez vu avant vous le volume de la voix qui a été nécessaire chez vos prédécesseurs. Et si vous êtes la première ou le premier qui prennent la parole, eh ben, au bout de 1-2 phrases, ça peut même être des phrases de salutation et de bienvenue, vous pouvez très bien observer un petit peu la réaction des gens, éviter de dire est-ce que vous m'entendez bien, d'accord? Vous pouvez le sentir vous-même en calibrant votre voix, le volume de votre voix, jusqu'à être convaincu que les gens, tout au fond, ben, ils vous écoutent sans tendre l'oreille, sans faire attention, sans tiquer des yeux, ou sans demander à droite et à gauche qu'est-ce qui a été dit. Annoncer le sujet, présenter l'objectif, expliquer le plan de l'exposé. Donc ça rejoint la troisième partie qui doit se trouver dans votre introduction. C'est-à-dire, vous allez annoncer un petit peu le plan de ce que vous allez dire, et puis auparavant, vous avez présenté le sujet, n'est-ce pas? Enfin, un dernier point, même si on en a déjà parlé, je le mets dans la liste, c'est conclure de manière dynamique. Enfin, passons à notre conclusion de notre cours d'aujourd'hui, qui sera consacré à l'étape des questions-réponses. Alors, il est utile et important de rappeler qu'un bon exposé au compte rendu doivent servir à prolonger la discussion lors de la session des questions-réponses. Tout exposé oral, toute communication orale a pour objectif d'aboutir à la session des questions-réponses. Il faut bien comprendre cela. L'auditoire n'est pas seulement là pour vous écouter, il est aussi là pour débattre avec vous et pour s'intéresser à un partage, une critique, un échange d'idées. Donc tout l'intérêt de votre intervention doit tendre à susciter une interaction positive dans les échanges à la fin de votre prestation oratoire
Et il s'agit donc de l'étape des questions-réponses. Dans ce sens, veillez toujours, lorsque vous terminez votre prestation orale, à signaler à l'auditoire que vous avez terminé. En tous les cas, vous les remerciez de leur attention et vous leur dites, à présent, je vous prie, nous allons débuter la session des questions-réponses. Deuxième point important à rappeler, c'est qu'il faut écouter attentivement les questions. Il faut accorder à chaque question l'intérêt qu'il faut. Il faut noter la question si c'est une question qui est, ou si vous avez beaucoup de questions, ou si vous avez choisi d'écouter 3, 4, 5 questions avant de répondre une fois. Donc c'est très important de montrer que vous manifestez de l'importance et de l'attention à l'auditoire. Ensuite, soyez brève et précise, si vous êtes une étudiante, dans vos explications. N'oubliez pas que vos réponses sont là pour apporter un petit éclaircissement à la question. Donc, allez droit au but. Et surtout, si vous n'avez pas la réponse, il ne faut surtout pas se mettre à tisser des explications qui vont porter préjudice à votre intervention. Ne pas hésiter à dire qu'on ne connaît pas la réponse, que cela mérite une investigation et que vous allez vous attaquer à cela. Enfin, lorsque vous terminez votre période de questions-réponses, il faut remercier l'auditoire. Quant à moi, j'arrive à la fin de ce cours. Je vous renvoie encore une fois au cours en ligne, qui est beaucoup plus étoffé, beaucoup plus riche. Hein. Donc, j'insiste pour dire que la présentation vidéo n'est qu'un accompagnement au cours qui est en ligne. Et donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine séance.